Lorsque nous nous sommes quittés lors de mon aventure de recyclage de filaments do-it-yourself, j'étais au sommet, lançant des confettis, célébrant ma victoire, allant même jusqu'à télécharger une vidéo de compilation sur notre deuxième chaîne comme si c'était la fin. Le projet était terminé, un véritable succès. Mais comme le dit le proverbe, l'orgueil précède la chute. De plus, chaque fois que je poste une vidéo pour vous montrer que tout fonctionne bien ici, tout s'écroule aussitôt. Malheureusement, mon installation de recyclage de filaments n'a pas fait exception et s'est vraiment effondrée. Donc dans cette vidéo, je vais expérimenter différentes façons d'améliorer mon installation de recyclage de filaments fait maison, y compris en testant certaines de vos meilleures suggestions tirées des commentaires ci-dessous. Peut-être qu'à la fin de la vidéo, nous aurons une installation de recyclage de filaments plus robuste, fiable et de qualité. Incroyable! Je n'imaginais pas que ça fonctionnerait aussi bien. J'espère que cela inspirera d'autres personnes ou entreprises à créer leurs propres solutions pour ce problème de l'impression 3D. Allons-y! D'abord, commençons par le broyeur. La dernière fois que nous en avons parlé, j'ai remarqué que le broyeur produisait encore des copeaux de métal, ce que je pensais provenir des lames ou peut-être même des parois du boîtier. Et je pensais que cela disparaîtrait avec le temps. Malheureusement, peu de temps après la publication, j'ai découvert que c'était en fait bien pire que ce que je pensais. Ouais, donc malgré le fait que l'arbre de transmission soit fait d'acier doux massif de 20 mm d'épaisseur, je l'ai littéralement traversé. J'ai passé des mois à demander à divers ingénieurs, amis et même aux créateurs du design original ce qui avait pu causer cela, mais personne n'avait de réponse claire. Et ce n'est que lorsque je suis allé le reconstruire des mois plus tard que j'ai enfin compris. Reconstruire le broyeur pour la énième fois a franchement été un vrai cauchemar, d'autant plus que mes enfants ont réussi à cacher une entretoise très importante. J'ai donc passé une demi-journée à essayer différentes façons d'en fabriquer une avec les chutes d'acier que j'avais sous la main. Mon Dieu, tout ce que j'ai dû endurer juste pour fabriquer une rondelle. Pour finalement retrouver l'original une fois que tout était de nouveau en marche. Cependant, c'est au cours de cette épreuve de plusieurs jours que je pense avoir enfin découvert l'erreur, non, les erreurs, qui ont provoqué l'effondrement du broyeur au départ. Vous vous souvenez peut-être qu'à l'origine, j'ai construit le broyeur grâce à une vidéo d'instruction en espagnol. Et je me souviens distinctement que la vidéo disait quelque chose à propos de l'importance qu'une des entretoises soit à l'intérieur et l'autre à l'extérieur. J'ai supposé que, à l'intérieur, tu voulais dire, vous savez, comme l'intérieur du broyeur. Mais non. Vous voyez, cette fois, en le construisant, je me suis référé au modèle conception assisté par ordinateur au lieu de revoir la vidéo. Et il s'avère qu'à l'intérieur, ça veut dire l'intérieur du trou dans lequel vous assemblez l'arbre de transmission. C'est un peu comme ces histoires de côté court, côté jardin. En tout cas, j'avais essentiellement mis la grande entretoise contre le roulement et la petite à l'intérieur, ce qui a soit permis à des débris de rentrer, soit frotter contre l'arbre de transmission, ou les deux. Je ne sais pas exactement ce qui a causé les dégâts, mais vu que l'arbre de transmission a été sectionné net juste à l'endroit où se trouvent ces entretoises, je pense qu'on peut raisonnablement supposer que cette petite erreur stupide est la cause du problème. Pendant toute la construction et la reconstruction du broyeur, je n'ai jamais examiné le modèle conception assisté par ordinateur assez attentivement pour remarquer cette erreur. J'espère juste que l'entretoise bancale que j'ai fabriquée à partir de la jante d'un des anciens roulements à billes tiendra le coup, parce que je ne me sens vraiment pas capable de reconstruire ce truc encore une fois. C'est pourquoi je pense qu'il est temps de préciser que la version 2.1 choisie pour son coût réduit est déjà considérée comme obsolète. Et que si je recommençais ce projet à partir de zéro aujourd'hui, ou si vous, là-bas, voulez construire ceci, vous voudriez certainement opter pour la version renforcée 3.3 ou vous faire plaisir et choisir le modèle Shredder Pro parce que toutes les pièces que bien que j'ai dû remplacer sur celui-ci m'ont en fait coûté plus cher au final. Et ça a été plus cher et moins robuste que si j'avais simplement dépensé l'argent dès le départ. Oh, aussi je suis presque sûr qu'en fait, j'ai monté tout le broyeur à l'envers auparavant. Donc leçon apprise. Pour construire ce genre de choses, le modèle conception assisté par ordinateur est plus simple à suivre qu'une vidéo explicative dans une langue peu pratiquée depuis le lycée. Qui l'aurait cru, hein?
Mais maintenant, allons-y et testons le broyeur reconstruit pour voir comment il fonctionne. Donc super, les choses fonctionnent plutôt bien, mais nous avons encore un certain nombre de problèmes et de points à améliorer. Beaucoup des problèmes initiaux persistent, notamment la chaleur qui s'accumule au centre du broyeur et le matériau qui s'amasse dans le tamis, car il est plus petit que les spécifications d'origine. Maintenant, ces problèmes sont bien sûr liés les uns aux autres. Si le matériau ne peut pas être expulsé du broyeur, alors il n'emporte pas la chaleur avec lui. Et au lieu de cela, il reste à l'intérieur, brassant et provoquant plus de friction, ce qui chauffe alors davantage les lames et le broyeur, qui à leur tour se dilatent et créent encore plus de friction. C'est un cycle continu et terrible jusqu'à ce que la machine se bloque. Dans le passé, j'ai essayé un ventilateur à turbine puissant pour pousser la chaleur et créer une pression positive dans la trémie. Et ça semble plutôt bien fonctionner. Mais je trouve toujours que la meilleure façon de résoudre ce petit problème, c'est simplement de taper avec un marteau sur le tamis pour le faire vibrer et enlever l'excès de matière. Mais heureusement pour moi, je ne fais pas ça tout seul. Je vous ai, vous tous, et vous avez vraiment été super pour faire des suggestions d'amélioration dans les commentaires, ce que j'adorerais que vous continuiez à faire. Certaines d'entre elles dépassent clairement mes compétences, mais d'autres semblent assez réalistes et faisables, alors allons-y et essayons-en quelques-unes. Et l'une des suggestions que vous avez faites était « Pourquoi ne pas simplement installer un moteur vibrant ?» J'ai donc pris un moteur vibrant de 12 volts, installons-le, et voyons si cela va permettre d'expulser le matériau de la trémie plus rapidement pour que je n'ai pas à taper dessus ou à avoir une accumulation de chaleur à force que le matériau passe encore et commence à tourner. Essayons et voyons ce que ça donne. Je me rends compte qu'on n'a pas vraiment beaucoup d'endroits pour monter ce truc. Il faut que ce soit monté à ras. Je peux essayer de le monter ici, du côté des lames fixes, et je pense que cela n'affectera pas trop le matériau qui passe. Il y a beaucoup d'espace perdu dans ce carter. Je pense que je pourrais simplement concevoir mon propre carter, qui serait beaucoup plus petit, et il serait aussi beaucoup plus facile à monter. D'une façon ou d'une autre, il faut que je trouve comment le fixer. Peut-être que je peux le monter ici sur la vis qui est déjà là. Laisse-moi ouvrir Onshape et voir ce que je peux imaginer. Waouh, ce premier ajustement parfait. Ouais, ne regarde pas. Ouais. En fait, ça l'attrape vraiment. Je n'arrive pas à croire que ça a marché. Oh. Ouais. Allons-y, testons avec ce gars. Oh, quoi. C'est pas possible, mec. Oui, ça marche complètement. Ajoutons plus de matière là-dedans. Le moteur de vibration vient déjà de tomber en panne après seulement quelques minutes. Même pas. Eh bien, tant pis pour ça. D'accord, alors, c'était un peu un échec. Ça s'est cassé presque instantanément, mais en fait, je n'ai pas encore abandonné cette idée. Et je pourrais essayer quelque chose d'un peu plus robuste ou simplement fabriquer mon propre moteur vibrant à partir d'un moteur pas à pas. Donc, je mets cette idée de côté pour l'instant. Une autre idée ingénieuse que l'un d'entre vous a partagée était d'ajouter un dissipateur thermique à l'extérieur du broyeur pour aider à dissiper la chaleur. Maintenant, j'ai repoussé le moment d'apprendre à utiliser la fraiseuse commande numérique par ordinateur de bureau Carvera Air que Make-A-Raux a eu la gentillesse de m'envoyer, et cela me semblait être un projet assez simple pour vraiment me faire la main dessus. Oui, je me suis complètement trompé. Modéliser le dissipateur thermique dans Onshape a littéralement pris quelques minutes, mais l'usiner allait littéralement prendre des jours. D'abord, j'ai eu du mal avec plein de limites logicielles étranges. Eh bien, mission échouée avec succès. Ensuite, je me suis rendu compte que j'avais utilisé les mauvais procédés pour calculer les trajectoires d'outils. Ensuite, après avoir regardé des tonnes de vidéos tutoriels de Meshera, j'ai enfin compris quel type de trajectoire d'outils il me fallait, pour finalement réaliser que j'avais besoin de plus d'espace entre les ailettes. Pendant tout ce temps, les minutes se transformaient en heures, surtout parce que la toute nouvelle application Makera Cam avait vraiment du mal à gérer cette géométrie sur mon Mac. J'ai probablement perdu une journée entière de travail à bricoler avec ça, avant d'avoir enfin la bonne trajectoire d'outils.
Pourtant, je rencontrais encore des limites logicielles. Il s'avère que la Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et la commande numérique par ordinateur sont comme beaucoup plus difficiles à comprendre et à apprendre que les trancheurs d'impression 3D, c'est pourquoi je recommande souvent PCBWay. Je reste déterminé à apprendre à utiliser cette machine. Mais pour l'instant, tu sais quoi? Pour une preuve de concept, faisons-le simplement manuellement. Oui, ça suffit. Dites-moi en commentaire si des vidéos où j'apprends la Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et la commande numérique par ordinateur vous intéressent. Et s'il y a assez d'intérêt, peut-être que je ferai une vidéo juste sur ce sujet. Très bien, allons essayer ça. D'accord, je viens de terminer exactement 30 minutes de ce que j'appellerais du shredding à faible intensité. J'ai dû m'arrêter quelques fois, le retourner. Je n'alimentais pas la machine régulièrement, allant d'avant, en arrière et m'acharnant dessus. Vérifions rapidement. La température interne est de 60 degrés Celsius, donc c'est essentiellement le point de transition vitreuse du PLA. Installons le dissipateur thermique et voyons si ça améliore les choses. Dis Siri, ajoute plus de pâte thermique à ma liste de courses. Très bien, cela fait 30 minutes. Anecdotiquement, l'extérieur paraît bien plus frais. Et cette fois, les 30 minutes ont vraiment été respectées, car il n'y a eu aucun bouchon ni blocage. Ce n'est pas très scientifique, peut-être ai-je mis moins de matière ou attendu plus longtemps entre deux utilisations étant occupées ailleurs, mais voyons la différence de température après 30 minutes. Incroyable. Attends, retirons un peu de plastique. 42 degrés Celsius. Tu te moques de moi? Je l'ai fait tourner plus longtemps cette fois et j'ai probablement traité plus de matière. Et on a baissé la température de 19 ou 20 degrés Celsius. Tu plaisantes? D'accord, c'est une amélioration géniale. Il va falloir que je trouve un meilleur moyen de fixer ça. Mais c'est fou, je n'arrive littéralement pas à croire que ça ait aussi bien marché. Non, sérieusement, je n'arrive vraiment pas à croire que ça fonctionne aussi bien. Je vais le faire tourner encore 30 minutes et voir si la température plus basse se maintient. Parce que c'est trop beau pour être vrai. Très bien, encore 30 minutes de fonctionnement en grande partie. Je pense qu'il est resté vide un moment. C'était similaire, ça allait, et venez. Vérifions la température intérieure. 42. Oh mon Dieu, tu te moques de moi? Ce fichu dissipateur thermique maintient la température intérieure contre toute attente. C'est magique. Il maintient la température à 42. Je peux toujours faire tourner ce truc en continu. Waouh. Je n'aurais jamais cru que ce serait cela qui changerait tout. Waouh. Regardez cette récolte impressionnante. C'est de loin la plus grande quantité que j'ai jamais pu broyer sans que le broyeur ait des problèmes. Il n'a toujours pas de problème, mais je pense que c'est largement suffisant comme preuve que le broyeur fonctionne bien maintenant. Je peux toujours broyer plus. Ce n'est pas parfait. Il y a encore clairement des améliorations que je peux et que je veux apporter, mais pour cette vidéo, je pense que ça fonctionne suffisamment bien pour qu'on passe à d'autres composants. Alors faisons-le. Très bien, un autre point à améliorer dans la nouvelle installation allait devoir être le granulateur de filament. Pourquoi avons-nous besoin d'un granulateur de filament? Cela ne vous concerne pas. Désolé. Lors du recyclage de filaments, on obtient inévitablement beaucoup de filaments inutilisables au début, à la fin d'une bobine ou lors du réglage des paramètres. Et malheureusement, on ne peut pas simplement jeter ce mauvais filament dans le broyeur, car il en sortira de longs brins qui vont boucher l'extrudeuse. Donc, oui, un granulateur. À l'origine, j'utilisais le modèle open source auto-alimenté de Michael de Teaching Tech, avec plusieurs petites améliorations de la communauté. Mais ce n'était toujours pas assez fiable, surtout que mon objectif à long terme était de le connecter à une broche commande numérique par ordinateur de rechange et de le laisser tourner en continu. Alors à la place, j'ai trouvé ce remix génial, qui a en fait repensé pratiquement tout l'appareil de manière très importante. Je ne vais pas vous ennuyer avec les détails. Si vous voulez fabriquer un granulateur de filament, je recommande ce modèle Remix. Et si vous vous demandez pourquoi imprimer ceci en PLA Pro au lieu d'ABS ou de nylon ou quelque chose comme ça,
La raison est que si jamais des morceaux se détachent, je ne veux pas contaminer mes granulés et donc contaminer mon broyat quand je le passe dedans. Il nous faut un PLA solide pour ça. Mais maintenant, allons-y et voyons comment le nouveau granulateur fonctionne réellement. Et c'était pas mal? D'accord. Fantastique. Mettons quelque chose ici pour que ça ne se renverse pas partout. Voyons comment ça fonctionne avec un filament de mauvaise qualité qui n'a pas un diamètre constant. C'est un peu plus problématique. Il n'apprécie pas le filament tordu. Ce n'est pas parfait et c'est une meilleure bobine. D'accord, très bien, regarde ça, la bobine tourne. Il n'aime pas les diamètres fins ou épais. Ouais, il est hors de question que je fasse ça manuellement, ça représente déjà 5 minutes de travail. Et c'est tout, il faut que je trouve un moyen d'automatiser ça et de rendre le processus totalement sans intervention. Enfin, comme vous vous en souvenez peut-être, le broyeur et le granulateur ne sont que 2 éléments du système complet de recyclage do-it-yourself. Il y a aussi l'extrudeuse, ici l'Artmemark II qui est essentielle. Maintenant, je ne suis pas vraiment intéressé par le moulage par injection en soi, mais j'espère que les exigences de pureté moins strictes de ce procédé vont me permettre d'utiliser les 20 kg et plus de broyats contaminés que j'ai mis de côté. Alors abonnez-vous et laissez un commentaire ci-dessous si c'est une vidéo que vous aimeriez voir. En gros, je ne fais plus de vidéos à moins que vous me disiez que ça vous intéresse. Quoi qu'il en soit, j'ai eu la chance d'avoir l'aide d'un nouveau stagiaire, Nir, qui a passé la majeure partie de 2 jours à démonter mon Mark 2.5. Merci Nir, et maintenant, il est temps de commencer la construction. Et vous savez ce que ça veut dire, lancer le montage. Hey. On a notre premier caca. Très cohérent, en fait, sachant que je n'ai pas séché le filament. Il faut qu'on aille sécher du filament. Oh oui, tout au long de cette vidéo, qui honnêtement a pris plusieurs mois à réaliser, nous avons fait des progrès très importants. Maintenant, le broyeur fonctionne bien mieux et beaucoup plus froid qu'avant. Et j'ai une solution de granulation à moitié correcte pour le filament rejeté. Et puis, en ce qui concerne l'extrudeuse, après quelques réglages initiaux du firmware, il semble qu'elle sera beaucoup plus fiable pour produire un filament de meilleure qualité. Mais j'ai aussi clairement retenu la leçon concernant le fait de tenter le destin avec de grandes déclarations de victoire et à quel point tout fonctionne bien. Donc à la place, je veux conclure cette vidéo en évoquant quelques améliorations futures que j'ai l'intention d'apporter et certains problèmes que je dois encore résoudre. Après tout, nous sommes dans cette aventure ensemble et ce sont beaucoup de vos commentaires qui nous ont permis d'en arriver là. Donc tout d'abord, le broyeur. Je dois encore taper sur le fond pour que le matériau sorte correctement. Et je veux vraiment essayer d'obtenir un moteur vibrant meilleur et plus robuste pour automatiser réellement ce processus. De plus, c'est assez agaçant de devoir aller et venir dans cette pièce pour alimenter le broyeur toutes les minutes environ. Donc je prévois d'ajouter une sorte de trémie secondaire qui utilise la vibration du gros moteur pour introduire lentement et progressivement de petits morceaux. Enfin, il y a le dissipateur. Bien que la preuve de concept initiale ait été honnêtement bien plus efficace que ce que j'aurais pu imaginer, je veux quand même essayer de faire un vrai dissipateur thermique, mais je dois surtout trouver un moyen de le faire tenir dessus
D'autant plus que le boîtier du broyeur s'est en fait déformé et qu'il n'y a pas assez de contact. À ma connaissance, il n'est pas possible de souder l'aluminium à l'acier. Si vous avez de meilleures idées que d'appliquer une épaisse couche de pâte thermique, partagez-les en commentaire. Pour le granulateur, je peux encore l'optimiser afin qu'il fonctionne plus fiablement, notamment avec des filaments plus fins ou plus épais que le diamètre idéal, ceux que je vais justement granuler. Mais pendant que je faisais cette vidéo, David Dartmay m'a aussi fait savoir qu'il travaillait sur son propre modèle de granulateur, bien plus fiable. Donc je vais l'essayer dans une prochaine vidéo quand il l'aura finalisé. J'ai vraiment besoin d'une solution qui s'alimente toute seule, sinon je vais perdre la moitié de ma journée rien qu'à faire ça. Je m'inquiète aussi car beaucoup de rejets de filaments à transformer en granulés ne sont pas des bobines entières. 5 mètres, par-ci, par-là. Je n'ai pas envie de finir avec un travail à plein temps à alimenter le granulateur et le broyeur. Donc je pourrais essayer simplement de mettre le filament de rebut dans un mixeur ou quelque chose comme ça. Cette machine gère ça comme un chef. Si cette vidéo fonctionne, j'en ferai une autre avec plus d'optimisation, y compris vos commentaires. Et enfin, il y a l'extrudeuse. Même si elle fonctionne clairement mieux que jamais et semble beaucoup plus fiable, j'ai encore quelques ajustements et réglages à faire. Et je n'ai pas encore calibré la nouvelle aiguille de mesure du diamètre du filament, qui est une nouvelle fonctionnalité sur la Mark III, donc je vais devoir m'en occuper après l'enregistrement. Vous voyez, loi de Murphy, je n'ai pas fini. N'est pas parfait et je ne suis pas un génie. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Quoi qu'il en soit, tout cela constitue une étape majeure pour ce projet. Et j'apprécie vraiment toute l'aide et le soutien que vous m'avez apporté. J'espère sincèrement que toutes mes expériences et mes erreurs coûteuses aideront quelqu'un à développer une solution meilleure et moins chère pour vous tous. À ce stade, je pense que j'ai investi environ 3 000 $ de mon propre argent dans ce projet, ce qui est une excellente transition pour vous parler de ces nouveaux t-shirts en édition limitée que nous avons maintenant en vente sur shop.thenextdrawer.com. Nous n'allons en produire que 500, ou jusqu'à ce que je reçoive un avertissement pour langage grossier sur YouTube en les portant, selon ce qui arrivera en premier. Bref, c'est tout pour cette semaine, mais je vous retrouve tous dans le prochain épisode de The Next Layer.